Maurice a 35 ans. Il est commercial pour une grande compagnie pétrolière, gagne correctement sa vie, et comme beaucoup de Français, il commence à se poser une question. Comment générer des revenus sans devoir échanger davantage de temps contre davantage d'argent? Son objectif n'est pas forcément de devenir milliardaire. Il souhaite simplement gagner en liberté, pouvoir partir plus souvent en voyage, réduire sa dépendance à son salaire, peut-être même un jour atteindre l'indépendance financière. Alors naturellement, il se tourne vers ce que l'on considère en France comme le placement roi, l'investissement locatif. Comme des millions de Français avant lui, il passe des heures sur les sites d'annonces, visite des appartements le soir et le week-end, négocie avec les banques, compare les taux d'emprunt, signe des compromis, coordonne des artisans, gère des locataires, des états des lieux, des dégâts des eaux et parfois même des impayés. Et tout cela dans l'espoir de percevoir quelques centaines d'euros de loyer supplémentaires chaque mois. Et en soi, ce n'est pas dénué de sens, surtout en France avec les conditions de crédit parmi les plus avantageuses au monde. Mais laissez-moi vous poser une question que très peu d'investisseurs se posent. Et si l'une des meilleures façons d'investir dans l'immobilier ne consistait pas à acheter un appartement? Et si le véhicule d'investissement le plus efficace pour générer des revenus immobiliers réguliers ne se trouvait pas chez le notaire, mais directement en bourse, sur les marchés financiers? Car il existe aujourd'hui un moyen de devenir propriétaire indirectement de milliers d'actifs immobiliers à travers le monde. Sans crédit bancaire, sans travaux, sans locataire à gérer, sans appel de syndic, sans signature chez le notaire. Et avec, dans de nombreux cas, des performances historiques supérieures à celles de l'immobilier locatif traditionnel. Pourtant, malgré leur taille gigantesque, ces sociétés restent largement méconnues en France. Nous parlons ici des REITs, pour Real Estate Investment Trust. Mais alors pourquoi si peu d'investisseurs français s'y intéressent-ils? Parce que les ressources pédagogiques de qualité en français restent rares à l'heure actuelle. Et je vais y remédier tout de suite. Vous l'avez compris, j'ai voulu consacrer un épisode à un ouvrage considéré comme une référence dans l'univers des REITs, le livre Educated REIT Investing, publié en 2020. Son auteur, Stephanie Curson Kelly, est l'une des spécialistes les plus reconnues du secteur immobilier coté aux États-Unis. Elle a consacré une grande partie de sa carrière à l'analyse et à l'éducation des investisseurs sur les REITs. Aujourd'hui, elle occupe le poste de présidente directrice générale de la NAREIT, l'organisation de référence qui représente l'industrie des REITs américaines auprès des investisseurs, des régulateurs et des marchés financiers. Autrement dit, lorsqu'il s'agit de comprendre comment fonctionnent réellement les REITs, il est difficile de trouver une source plus légitime. Ce livre est devenu au fil des années une véritable porte d'entrée pour des milliers d'investisseurs américains souhaitant comprendre cette classe d'actifs souvent mal connue mais extraordinairement puissante. Nous allons donc décortiquer ensemble les idées essentielles de l'ouvrage afin que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les REITs, quels sont leurs avantages, quels sont leurs risques et surtout comment les analyser comme un investisseur professionnel. Si comme Maurice, votre objectif est de construire un patrimoine capable de générer des revenus croissants au fil du temps, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car à son terme, vous comprendrez peut-être pourquoi certains investisseurs considèrent les REITs comme l'un des meilleurs véhicules de création de rente jamais inventés. Voici le programme. Nous commencerons par essayer de comprendre qu'est-ce qu'une REIT pour découvrir tous les avantages qu'elles peuvent vous offrir par rapport à l'immobilier traditionnel. Nous verrons ensuite les différents types de baux immobiliers, un élément fondamental pour comprendre la qualité d'un investissement. Puis nous explorerons les principales catégories de REITs et leurs modèles économiques respectifs. Et enfin, nous terminerons par les critères d'analyse et de sélection utilisés par les investisseurs les plus expérimentés pour identifier les meilleures opportunités du secteur. Installez-vous confortablement, c'est parti. Pour comprendre pourquoi les REITs peuvent constituer une solution particulièrement intéressante pour atteindre son objectif de revenus complémentaires, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'elles sont réellement. Une REIT, pour Real Estate Investment Trust, c'est tout simplement une société dont l'activité consiste à posséder, exploiter ou financer des biens immobiliers générateurs de revenus. En d'autres termes, une REIT fait exactement ce que Maurice cherchait initialement à faire lorsqu'il a commencé à investir dans l'immobilier locatif. Posséder des actifs immobiliers qui produisent des loyers réguliers. C'est pas très compliqué. Mais la différence est toutefois fondamentale. Au lieu de posséder un seul appartement dans une seule ville, Maurice peut devenir indirectement propriétaire de centaines, voire de milliers d'actifs immobiliers répartis à travers tout le pays ou même dans le monde entier. Des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des entrepôts logistiques, des hôpitaux, des hôtels, des maisons de retraite, des data centers et même des casinos. Et tout cela en achetant simplement quelques actions en bourse. C'est cette idée qui a conduit le Congrès américain à créer la structure REIT en 1960. L'objectif était de permettre à l'investisseur moyen d'accéder à l'immobilier professionnel de grande qualité, un univers qui était auparavant réservé aux investisseurs institutionnels et aux grandes fortunes. En fait, les REITs ont été conçus pour permettre à quelqu'un comme Maurice d'investir dans l'immobilier sans avoir à devenir lui-même propriétaire et gestionnaire d'un bien. Pas de recherche de locataire, pas de gestion de travaux, pas d'appel du syndic à 22h, pas de fuite d'eau à gérer pendant les vacances et pas de rendez-vous chez le notaire. Les REITs transforment en quelque sorte l'immobilier en un actif aussi simple à acheter qu'une action,
Mais cette simplicité n'est pas leur seul avantage. Les REITs bénéficient également d'un statut fiscal particulier. Elles peuvent être exonérées de l'impôt sur les sociétés. Mais en contrepartie, elle doit redistribuer aux actionnaires au moins 90% de son revenu imposable sous forme de dividendes. Et ça intéresse Maurice particulièrement. Car son objectif n'est pas seulement de voir son patrimoine grossir sur le papier. Son objectif, c'est de percevoir des revenus réguliers. Des revenus qui arrivent sur son compte mois après mois, année après année, et qui viennent progressivement compléter son salaire. Mais une fois qu'on a compris ça, pourquoi investir dans les REITs plutôt que dans un appartement locatif? Pourquoi investir dans une REIT plutôt que dans un ETF S&P 500? Ou une action à haut rendement du dividende? Ou pourquoi investir dans une REIT plutôt que dans une obligation tout simplement à haut rendement? Et finalement, pourquoi investir dans une REIT tout court? Après tout, les possibilités d'investissement ne manquent pas. Eh bien, Stéphanie considère que la plupart des investisseurs commettent une erreur lorsqu'ils découvrent les REITs. Ils ne voient qu'une seule chose, le dividende. Et il est vrai que les REITs distribuent souvent des dividendes particulièrement attractifs, compte tenu de leur statut juridique. Et pour quelqu'un comme Maurice qui cherche à générer des revenus complémentaires, c'est évidemment séduisant. Mais selon l'auteur, réduire les REITs à leur seul dividende revient à passer à côté de l'essentiel. Car les REITs offrent bien davantage qu'un simple rendement. Il y en a 5 précisément. Premier avantage, les revenus. Grâce à leur statut fiscal, les REITs doivent redistribuer une grande partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Nous l'avons vu précédemment. Et c'est pourquoi elles sont souvent privilégiées par les investisseurs qui souhaitent percevoir des revenus réguliers. Mais attention, un dividende n'a de valeur que s'il est durable. L'auteur insiste donc sur un point fondamental. Il faut privilégier les REITs disposant d'un bilan solide, d'un endettement maîtrisé et d'actifs de qualité capables de conserver leur attractivité sur le long terme. Il ne faut pas rechercher le dividende le plus élevé. Il faut rechercher le dividende le plus fiable. Et surtout, le dividende qui pourra augmenter année après année, au-delà du niveau de l'inflation. Là, Maurice va réellement s'enrichir. Deuxième avantage, la performance. Pour moi, c'est l'argument le plus surprenant du livre. Lorsqu'on parle de revenus passifs, beaucoup d'investisseurs pensent spontanément qu'ils doivent sacrifier une partie de leur performance. Car rappelez-vous, votre performance totale, c'est égal à la somme du dividende et de l'appréciation du cours. Pourtant, les données historiques racontent une histoire différente. Entre 1972 et 2019, les equity rates ont généré un rendement annuel moyen d'environ 11,8% par an, contre 10,7% par an contre le S&P 500 sur la même période. Autrement dit, sur cette période, non seulement les investisseurs ont perçu des dividendes importants, mais ils ont également bénéficié d'une appréciation significative de leur valeur sur leur investissement. Pour Maurice, cela change complètement la perspective. Il ne s'agit plus simplement d'un outil de génération de revenus. Il s'agit également d'un puissant moteur de création de richesse. Troisième avantage, la diversification. Si vous possédez uniquement des actions technologiques, votre portefeuille dépend alors fortement de la santé d'un seul secteur. Les REITs apportent quelque chose de différent, une décorrélation. Car l'immobilier possède ses propres cycles économiques, ses propres moteurs de croissance et ses propres sources de revenus. Par conséquent, les REITs évoluent souvent différemment des actions traditionnelles ou des obligations. Et cette faible corrélation constitue un vrai avantage. De nombreuses études faites par Nareit ont montré qu'ajouter des REITs à un portefeuille permet historiquement d'améliorer les rendements tout en réduisant la volatilité globale du portefeuille. Et une pondération optimale autour de 17% en REIT profite pleinement des bénéfices proposés par ce secteur. Quatrième avantage, la protection contre l'inflation. Car l'inflation, c'est l'ennemi silencieux de tous les investisseurs que nous sommes. Chaque année, elle réduit progressivement le pouvoir d'achat de l'épargne. Mais les REITs disposent d'un atout particulier. La plupart des biens immobiliers sont liés à des contrats qui permettent d'augmenter régulièrement les loyers. Lorsque les prix augmentent dans l'économie, les revenus locatifs ont souvent tendance à suivre. Résultat, les dividendes des REITs augmentent généralement plus vite que l'inflation. Et pour quelqu'un comme Maurice qui cherche à remplacer progressivement son salaire, cette caractéristique est extrêmement importante, car il ne suffit pas que les revenus soient élevés aujourd'hui, ils doivent également continuer à progresser demain. Les REITs sont historiquement capables de relever ce défi. Cinquième avantage, la liquidité. C'est un avantage qui est souvent sous-estimé par les investisseurs français. Lorsque Maurice achète un appartement, vendre peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire davantage. Avec une REIT, quelques secondes suffisent. Les actions s'achètent et se vendent instantanément sur les marchés financiers. Maurice conserve donc beaucoup d'avantages économiques de l'immobilier, tout en bénéficiant de la liquidité d'une action cotée. Alors à ce stade, vous pouvez commencer à voir les choses différemment. Les REITs ne sont pas simplement un moyen de générer des revenus passifs. Ce ne sont pas simplement un substitut à l'immobilier locatif. C'est une classe d'actifs à part entière. Une classe d'actifs capable de générer des revenus réguliers, de vous protéger contre l'inflation, d'améliorer la diversification de vos portefeuilles et historiquement,
de produire des rendements remarquables sur le long terme. Et c'est pour cette raison que tant d'investisseurs américains considèrent les REITs comme l'un des outils les plus puissants jamais créés pour construire un patrimoine productif de revenus. Avant de poursuivre cet épisode qui va devenir un peu plus technique dans les prochaines minutes, permettez-moi de me présenter rapidement pour celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo. Je m'appelle Antoine, je suis ingénieur dans le secteur de la promotion immobilière, passionné depuis de nombreuses années par le value investing et titulaire de la certification AMF. Sur cette chaîne, mon objectif est de vous aider à investir de manière plus rationnelle, en comprenant réellement ce que vous achetez et pourquoi vous l'achetez. Chaque mois, j'analyse gratuitement une entreprise en profondeur dans la newsletter « La lettre aux investisseurs », en appliquant les principes et les concepts que nous abordons ensemble sur la chaîne Page Liberté. Et là, ce livre devient particulièrement intéressant. Car une fois que nous aurons assimilé les idées développées par Stephanie Carson-Kelly, nous aurons une nouvelle corde à notre arc. Nous disposerons d'un tout nouveau terrain de jeu d'investissement, celui des REITs. Nous serons capables de comprendre leur fonctionnement, d'évaluer leur qualité, d'analyser leurs risques et surtout d'identifier celles qui méritent réellement notre attention. Autrement dit, ce livre va considérablement élargir notre univers d'investissement. Et il est fort probable que certaines des futures analyses de la newsletter portent justement sur des REITs particulièrement intéressantes. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la newsletter via le lien en description. Maintenant que les présentations sont faites, poursuivons cet épisode et entrons dans le vif du sujet. Si vous décidez comme Maurice d'acheter une REIT, comprenez que vous n'achetez pas seulement des immeubles, vous achetez avant tout des flux de loyers futurs. Et la façon dont ces loyers sont contractualisés peut faire toute la différence. C'est pour ça que je dois absolument vous parler des types de baux, le contrat entre le propriétaire et le locataire. Car derrière chaque REIT se cache en réalité une collection de contrats de location. C'est la clé. Et la qualité de ces contrats détermine en grande partie la stabilité des revenus futurs de l'entreprise. Le premier type de contrat, c'est le bail brut, gross lease en anglais. C'est en fait le modèle le plus proche que connaît Maurice avec l'immobilier résidentiel. Le locataire verse un loyer fixe et le propriétaire paie pratiquement tout le reste. Taxes, assurances, maintenance et toutes les dépenses d'exploitation, à savoir l'entretien, l'eau, l'électricité, etc. Si ces coûts augmentent, c'est le propriétaire qui en subit les conséquences. Le risque repose donc principalement sur la REIT. Cette structure est très courante dans l'immobilier résidentiel, notamment les appartements, mais elle est relativement rare dans l'immobilier commercial moderne, sauf parfois sur des actifs de qualité inférieure ou dans le cadre de location courte durée. Le deuxième grand type de bail, c'est le bail net, ou net lease en anglais. Et lorsqu'on parle de bail net, il faut en réalité distinguer 3 niveaux différents. Le premier niveau, c'est le bail simple net, ou single net lease en anglais. Dans ce cas, le locataire paie son loyer ainsi que les taxes foncières. En revanche, le propriétaire continue généralement d'assumer les autres dépenses importantes comme l'assurance, l'entretien. Le deuxième niveau, c'est le bail double net. Cette fois, le locataire prend également en charge l'assurance de la propriété, en plus du loyer et des taxes foncières. Le propriétaire conserve toutefois à sa charge une partie de l'entretien et de certaines dépenses d'exploitation. Et enfin, nous arrivons au bail triple net. Et c'est ici que le transfert de risque est le plus important. Le locataire paye le loyer, les taxes foncières, l'assurance et l'ensemble des dépenses de maintenance et d'exploitation du bâtiment. Autrement dit, pratiquement toutes les charges liées à l'actif sont supportées par le locataire. Pour le propriétaire, la situation est particulièrement confortable. Chaque mois, il perçoit un loyer qui ressemble presque à un coupon obligataire. Les revenus sont généralement très prévisibles, les coûts sont limités et l'impact de l'inflation sur la dépense d'exploitation est largement transféré au locataire. C'est un peu le saint graal de tout investisseur dans les REITs. D'ailleurs, certaines REITs comme National Retail Properties ont bâti leur réputation sur ce type de baux. Cette structure est particulièrement répandue pour les commerces de détail, donc le retail, les restaurants, les pharmacies, les bâtiments industriels et logistiques. En fait, c'est généralement là où le locataire occupe l'intégralité du site et peut facilement prendre en charge les coûts d'exploitation. On peut en fait voir ces 3 niveaux comme un curseur. Plus on se rapproche du triple net, plus le risque d'exploitation est transféré du propriétaire vers le locataire. La troisième grande famille de bail, c'est le bail brut modifié, Modified Gross Lease en anglais. Il se situe à mi-chemin entre le bail brut et le bail triple net. Dans cette structure, le locataire paie généralement son loyer ainsi qu'une partie des taxes et de l'assurance. Le propriétaire continue néanmoins à prendre en charge une partie importante des dépenses d'exploitation et de maintenance. Dans les immeubles multilocataires, le propriétaire facture souvent aux occupants des frais d'entretien des parties communes, appelés frais CAM, pour Common Area Maintenance. Ces frais servent par exemple à financer l'entretien des espaces verts, le déneigement, l'éclairage extérieur, le nettoyage des parties communes ou encore la sécurité du site.
Chaque locataire contribue généralement au prorata de la surface qu'il occupe dans l'immeuble. Et cette structure est particulièrement fréquente dans les immeubles de bureaux multilocataires ou les actifs industriels. Le quatrième et dernier type de bail, c'est le bail à service complet, ou full service lease en anglais. Cette fois, l'expérience est très différente du point de vue du locataire. Celui-ci verse un loyer unique, mais qui inclut en fait pratiquement tous les services nécessaires au fonctionnement de son activité. Le propriétaire prend en charge les services publics, l'entretien, le nettoyage, la gestion de l'immeuble, l'aménagement paysager, la sécurité ou encore certaines réparations. Le locataire bénéficie donc d'une solution clé en main. En contrepartie, le loyer affiché est généralement plus élevé, puisqu'il intègre déjà ces différents services. Mais cependant, afin de se protéger contre l'inflation, le propriétaire prévoit souvent dans le bail un mécanisme permettant de refacturer au locataire les hausses du coût dépassant un certain seuil de référence. Ce type de bail est très répandu dans les grands immeubles de bureaux de centre-ville, où les entreprises souhaitent se concentrer sur leur activité sans avoir à gérer elles-mêmes les nombreux services nécessaires au fonctionnement de l'immeuble. Au final, vous comprenez que ces 4 structures de baux peuvent être vues comme un simple transfert de risque. Dans un bail brut, le propriétaire supporte presque tous les risques. Dans un bail triple net, le locataire supporte presque tous les risques. Et les baux bruts modifiés ainsi que les baux à service complet se situent un peu entre les deux. Et pour un investisseur en rate, comprendre cette répartition des risques est fondamental. Car 2 immeubles identiques peuvent produire des résultats financiers très différents simplement en raison de la structure des baux signés entre le locataire et le propriétaire. Donc lorsque vous analysez une rate, vous ne devez pas simplement regarder les immeubles qu'elle possède. Vous devez également regarder les contrats qui les relient à leur locataire. Car ce ne sont pas réellement les bâtiments qui génèrent des revenus, ce sont les baux. Comme le résume parfaitement l'auteur, les immeubles constituent les actifs d'une rate, mais les baux constituent son moteur économique. Et plus le moteur est robuste, plus les revenus futurs de l'investisseur ont de chances d'être prévisibles. Et maintenant, pour faire un choix de rate le plus avisé possible, Maurice doit désormais connaître les différents types de rate. Et l'un des moyens les plus importants de classer une rate, c'est simplement de regarder quel type de bien immobilier elle possède. Commençons par les rates spécialisés. Ces entreprises possèdent des actifs immobiliers qui ne rentrent pas dans les catégories traditionnelles. On y retrouve notamment les casinos, les terres agricoles, les panneaux publicitaires, les infrastructures de loisirs ou encore certaines propriétés très spécifiques. L'avantage de ces rates, c'est qu'elles opèrent souvent dans des niches où la concurrence est limitée et où les actifs sont difficiles à reproduire. En contrepartie, elles sont généralement plus dépendantes d'un secteur économique particulier. Prenons l'exemple des casinos. Une rate comme Vici Properties possède certains des casinos les plus emblématiques des États-Unis. Son modèle consiste à louer ces établissements à de grands opérateurs dans le cadre de baux très longs. Donc l'avantage de cette rate, c'est la stabilité des revenus locatifs, mais son risque, c'est la concentration sectorielle. Car si l'industrie du jeu traverse une période difficile, les performances de Vici pourraient être affectées. Il y a ensuite les rates de santé. Ça comprend les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les cabinets médicaux ou encore les résidences pour seniors. Leur principal moteur de croissance est relativement simple à comprendre. La population vieillit. Et plus la population vieillit, plus les besoins médicaux augmentent. Pour l'investisseur, l'avantage est évident. Il s'agit d'un secteur soutenu par une tendance démographique puissante qui peut s'étendre sur plusieurs décennies. Mais il y a également des risques. La rentabilité de nombreux exploitants dépend des politiques publiques, des remboursements gouvernementaux et de la réglementation du secteur de la santé. Parmi les leaders du secteur, on retrouve par exemple Welltower, spécialisé dans les résidences seniors et l'immobilier médical. Troisièmement, il y a les rates industrielles. Elles possèdent principalement des entrepôts logistiques et des plateformes de distribution. Et depuis plusieurs années, elles figurent parmi les grandes gagnantes de l'immobilier coté. Parce que chaque commande passée sur Internet doit être stockée, préparée, puis expédiée depuis un entrepôt. L'exploitation du commerce en ligne a donc entraîné une explosion de la demande pour ces actifs. Le principal avantage des rates industriels, c'est donc leur exposition directe à la croissance du e-commerce. Le risque, c'est qu'un excès de construction de nouveaux entrepôts puisse temporairement faire pression sur les loyers. Et parmi les références du secteur, on retrouve notamment Prologis, leader mondial des entrepôts logistiques utilisés par les géants du commerce électronique, comme Amazon. Vient ensuite les rates d'infrastructure. Elles possèdent les actifs qui permettent à notre économie numérique de fonctionner. On y retrouve les tours télécoms, les antennes relais et les réseaux de communication. À chaque fois que nous passons un appel, regardons une vidéo YouTube ou utilisons Internet sur notre téléphone, les données transitent par ces infrastructures. Leur avantage, c'est donc la stabilité. Les contrats sont souvent très longs, les coûts de remplacement sont élevés et les locataires ont rarement intérêt à déplacer leurs équipements. Le risque, c'est la technologie. Car même si ces infrastructures sont aujourd'hui essentielles, elles doivent continuellement s'adapter aux évolutions des réseaux de communication. Un leader du secteur, c'est notamment American Tower, propriétaire de dizaines de milliers de tours télécoms dans le monde.
Nous avons ensuite les REITs de data center. Si les REITs d'infrastructure représentent les autoroutes de l'économie numérique, les REITs de data center représentent le centre névralgique. Ces entreprises possèdent les bâtiments qui hébergent les serveurs informatiques du monde entier. Chaque vidéo Netflix, chaque recherche Google, chaque transaction numérique, chaque requête envoyée à Claude ou ChatGPT. À un moment ou un autre, toutes ces données transitent par un data center. Le principal moteur de croissance, c'est l'explosion continue du volume de données. Le cloud, l'IA, la cybersécurité, la 5G ou encore les véhicules autonomes nécessitent tous davantage de puissance informatique. L'avantage, c'est donc une exposition directe à certaines des tendances technologiques les plus puissantes du XXIe siècle. Mais le risque, et selon moi il est très important, c'est que ces infrastructures nécessitent des investissements permanents et une expertise technique importante afin d'éviter l'obsolescence technologique. Une référence du secteur, c'est notamment Digital Realty Trust. Ensuite, nous avons les REITs hôtelières. Ici, le modèle économique est totalement différent. Un hôtel n'a pratiquement aucun bail à long terme. Chaque matin, les chambres doivent être relouées, encore et encore. Cette caractéristique constitue à la fois leur plus grande force, mais aussi leur plus grande faiblesse. Lorsque l'économie est dynamique, les hôtels peuvent augmenter leurs prix quasiment instantanément. Mais lorsque l'activité ralentit, les revenus peuvent chuter brutalement. Les REITs hôtelières sont donc généralement les plus cycliques et les plus volatiles du secteur. Elles offrent souvent les plus forts potentiels lors des reprises économiques, mais elles sont également les plus vulnérables pendant les crises. Parmi les acteurs les plus connus figurent Host Hotels & Resorts, propriétaire de nombreux hôtels haut de gamme, opérés notamment sous l'enseigne Marriott. Il y a ensuite les REITs de bureaux. Elles possèdent les immeubles dans lesquels travaillent les entreprises. Historiquement, leur principal moteur a toujours été la croissance économique. Plus les entreprises recrutent, plus elles ont besoin de surface de bureaux. Le principal avantage de ces REITs réside donc dans la durée souvent longue des baux signés avec leurs locataires. Les revenus sont donc relativement prévisibles. Cependant, le secteur traverse aujourd'hui une période de transformation majeure, et je sais de quoi je parle. Télétravail, espace flexible, réduction des surfaces occupées. Autant de tendances qui remettent en question la demande future de bureaux. Le risque est donc davantage structurel que cyclique. Parmi les principaux acteurs du secteur, on retrouve Boston Properties, propriétaire d'immeubles premium dans les plus grandes métropoles américaines. On tombe ensuite sur les REITs résidentiels. Elles regroupent les appartements, les résidences étudiantes, les maisons individuelles à louer, ainsi que les communautés de maisons préfabriquées. Leur principal moteur, c'est la démographie. Les gens auront toujours besoin d'un logement. Et contrairement aux bureaux ou aux centres commerciaux, les baux résidentiels sont généralement beaucoup plus courts. Cette caractéristique présente un avantage considérable. Lorsque la demande locative augmente, les propriétaires peuvent ajuster rapidement les loyers. Les REITs résidentiels offrent donc généralement une bonne protection contre l'inflation. Le principal risque est souvent lié à la réglementation des loyers ou à une surconstruction locale. Parmi les leaders du secteur, on retrouve Equity Residential. Avant-dernière catégorie, les REITs de commerce. Elle regroupe plusieurs catégories en fait. Les centres commerciaux, de proximité, les grands malls régionaux et les commerces indépendants. Tous ne présentent pas le même profil de risque. Les centres commerciaux de proximité sont généralement considérés comme les plus défensifs. Leurs locataires proposent souvent des produits et services du quotidien. Alimentation, pharmacie, coiffure ou pressing. La demande y est relativement stable et les taux d'occupation historiquement élevés. À l'opposé, les grands malls dépendent davantage des dépenses discrétionnaires des consommateurs et sont plus exposés à la concurrence du commerce en ligne. Et parmi les références du secteur, on retrouve la célèbre Realty Income, qui possède principalement des commerces indépendants, des pharmacies, des supermarchés, des magasins discount ou des restaurants, loués à long terme dans le cadre de baux triple net, ce qui permet de générer des revenus particulièrement prévisibles. Et enfin, nous arrivons à ma catégorie préférée, souvent très sous-estimée, le self-storage. Autrement dit, les centres de stockage, les garde-meubles, où particuliers et entreprises louent un espace pour entreposer leurs biens. À première vue, cela peut sembler peu glamour. Et pourtant, c'est historiquement l'un des segments les plus performants de l'immobilier coté. Parce que la demande est alimentée par de nombreux événements de la vie. Déménagement, divorce, héritage, mobilité professionnelle, ou simple manque d'espace. Le principal avantage, c'est la flexibilité. Les loyers peuvent être ajustés rapidement et les clients restent souvent plus longtemps que prévu. Le principal risque, c'est encore une fois la surconstruction locale, qui ferait pression sur les prix. Le leader historique du secteur, c'est Public Storage, le plus grand opérateur mondial de centres de stockage. Alors, chers investisseurs, ça fait beaucoup de catégories. Mais la grande leçon de ce chapitre, c'est très simple. Lorsque vous décidez d'acheter une REIT, vous ne devez pas simplement regarder son dividende ou son rendement. Vous devez comprendre les moteurs économiques des actifs qu'elle possède. Une REIT de santé parie sur le vieillissement de la population.
Une rate industrielle parie sur la croissance du commerce électronique. Une rate d'infrastructure parie sur l'explosion des communications numériques. Une rate de data center parie sur le cloud et l'intelligence artificielle. Une rate hôtelière parie sur le tourisme et les voyages. Une rate de bureau parie sur l'évolution du monde du travail. Une rate résidentielle parie sur la croissance démographique. Une rate de commerce parie sur la consommation. Une rate de casino parie sur le divertissement et le loisir. Et une rate de self-storage parie, d'une certaine manière, sur tous les petits événements qui rythment la vie quotidienne. Dans chacune de ces catégories se cache une histoire économique différente. Et comprendre cette histoire, c'est souvent la première étape pour devenir un meilleur investisseur. Passons maintenant à la meilleure partie, la partie que les plus expérimentés d'entre vous attendent avec impatience. Offrons à Maurice les outils de pro pour analyser une rate. Selon Stéphanie, l'analyse d'une rate repose sur 4 piliers de métriques. Les indicateurs d'exploitation, les indicateurs de rentabilité, la solidité du bilan et le niveau de valorisation. La première chose à regarder, c'est la performance opérationnelle du portefeuille immobilier. Pour cela, les analystes utilisent notamment un indicateur appelé NOI, pour Net Operating Income. Le NOI, c'est tout simplement les revenus locatifs, moins les dépenses directement liées à l'exploitation des immeubles. Et cela nous donne accès à la marge NOI, qui est tout simplement le NOI divisé par les revenus locatifs. C'est un peu l'équivalent de la marge brute d'une entreprise classique. Donc plus cette marge est élevée, mieux c'est. Une marge NOI supérieure à 70% et en croissance est un bon signe pour juger de la solidité opérationnelle d'une rate. Ensuite, il y a le taux d'occupation. Car lorsqu'un local devient vacant, le propriétaire subit un double impact. Il perd le loyer et il doit souvent continuer à supporter certaines charges. On pourrait ici se fixer le seuil de 95% pour juger la qualité opérationnelle d'une rate. C'est aussi simple que ça pour la partie opérationnelle. Une rate capable d'augmenter régulièrement ses loyers, de maintenir un taux d'occupation élevé et de faire progresser son NOI sans acheter constamment de nouveaux immeubles, possède généralement des actifs de qualité. Mais une fois que la qualité des actifs est validée, il faut ensuite mesurer ce que génèrent concrètement ces actifs. Et ici, l'indicateur de référence n'est pas le bénéfice net conformément aux normes comptables GAAP. C'est le FFO, pour Funds From Operations. Mais vous allez me demander à juste titre, mais pourquoi ? Et parce que les règles comptables GAAP obligent les rates à amortir leurs immeubles. Mais contrairement à une usine ou à une machine, un immeuble de qualité ne perd pas nécessairement de valeur avec le temps. Le bénéfice net, qui est lui-même impacté par les amortissements, devient donc trompeur. Le FFO corrige ce problème. Et de manière très simplifiée, le FFO c'est égal au résultat net plus les amortissements immobiliers. C'est la mesure de rentabilité la plus utilisée dans l'industrie. Et c'est pourquoi les meilleurs investisseurs professionnels cherchent toujours la croissance du FFO pour mesurer la croissance des bénéfices d'une rate. À long terme, ce sont généralement ces entreprises qui génèrent de meilleurs rendements pour les actionnaires. Mais cet indicateur nous permet d'atterrir sur le AFFO, pour Adjusted Funds From Operations. L'AFFO part du FFO, puis retire plusieurs ajustements comptables afin de se rapprocher davantage du véritable cash flow généré par l'entreprise. En particulier les effets du lissage comptable des loyers et certaines dépenses récurrentes nécessaires au maintien du patrimoine immobilier. L'AFFO est donc souvent considéré comme la meilleure approximation du flux de trésorerie réellement disponible pour les actionnaires. Et c'est pourquoi la plupart des analystes calculent ensuite le payout ratio de la rate, qui est égal au dividende divisé par le AFFO. Plus ce ratio est faible, plus le dividende est sécurisé. Et un payout ratio inférieur à 60% sera considéré comme très sécurisé. Troisième pilier, le bilan. Et l'auteur est particulièrement clair sur ce point. La principale source de risque dans une rate, c'est la dette. Elle résume cela en une phrase très simple. Plus de dette égale plus de risque. Point final. Alors pour évaluer ce risque, nous avons plusieurs indicateurs à notre disposition. Le premier, c'est le ratio dette sur capitalisation totale. L'idée est simple. On compare la dette totale de l'entreprise à sa valeur économique globale. Et la valeur économique correspond à la dette plus la valeur boursière des actions. Plus ce ratio est faible, plus le bilan est généralement prudent. Généralement, en dessous de 30%, c'est considéré comme excellent. Le second indicateur consiste à comparer la dette à la valeur réelle du patrimoine immobilier. C'est le ratio Debt to Tangible Book Value. Ça représente tout simplement approximativement la valeur des actifs immobiliers tangibles détenus par la rate. Le Tangible Book Value, c'est en fait égal au total des actifs, moins le goodwill et les actifs intangibles, plus les dépréciations et amortissements. L'objectif est tout bête. Vérifier que la valeur des immeubles couvre largement la dette. Plus ce ratio est faible, plus la marge de sécurité est importante pour les actionnaires. En dessous de 50%, c'est parfait. Il y a ensuite le ratio Debt to EBITDA.
C'est probablement l'indicateur le plus surveillé par les investisseurs professionnels. Ce ratio mesure le nombre d'années théoriques nécessaires pour rembourser l'ensemble de la dette grâce aux profits générés par l'entreprise. Idéalement, il faudrait qu'il soit maximum de 5. Autrement dit, il faudrait maximum 5 années de profit pour rembourser toute la dette de la rate. Et dernier indicateur, c'est le coût du capital, ou WACC en anglais. C'est l'arme secrète des meilleures rates. Car une rate, tout comme une entreprise, ne crée de la valeur que lorsqu'elle investit un rendement supérieur à son coût de financement, qui est en fait le coût moyen pondéré du capital. Il représente le coût combiné de la dette et des capitaux propres. Plus le WACC est faible, plus la rate dispose d'un avantage concurrentiel. Pour le calculer, je vous renvoie à cette vidéo qui résume le livre d'Aswad Damodaran, et je laisserai le soin aux lecteurs de ma newsletter de découvrir comment je l'applique spécifiquement à mes prochaines analyses de rates. Mais avant de passer au dernier pilier, qui est la valorisation, j'aimerais vous proposer un pilier 3 bis, qui est en fait la qualité du portefeuille et des locataires. Parce que posséder des immeubles de qualité, ça ne suffit pas. Encore faut-il avoir de bons locataires. Et l'auteur nous recommande donc de regarder la diversification géographique du portefeuille immobilier, la concentration des loyers, la qualité financière des principaux locataires, notamment via leurs notes attribuées par S&P Global ou Moody's, et aussi les échéances des baux. Car une rate dont les locataires sont solides financièrement et dont les revenus sont bien diversifiés sera généralement plus résiliente. Allez, dernier pilier, c'est la valorisation. Comme tout investissement, même la meilleure rate du monde peut constituer un mauvais investissement si elle est achetée trop cher. L'auteur présente plusieurs méthodes de valorisation. Et comme nous l'explique très bien Aswad Damodaran, il n'existe que 2 méthodes de valorisation. La valorisation intrinsèque et la valorisation relative. Pour ce qui est de la valorisation relative, Stéphanie nous recommande de regarder le ratio Price to FFO, qui joue en fait un peu le rôle similaire au PER pour une entreprise classique. De manière très générale, si le Price to FFO est inférieur à 15, la rate peut être considérée comme sous-valorisée. Mais on pourrait aussi jeter un œil au PEG, qui est égal au Price to FFO, divisé par le taux de croissance du FFO, variable qui, je vous le rappelle, était particulièrement appréciée par Peter Lynch. Si le PEG est inférieur à 1, c'est considéré comme très attractif. Et pour ce qui est de la valorisation intrinsèque, Stéphanie nous propose 2 modèles. Le premier, c'est le Dividend Discount Model. Personnellement, je l'adore ce modèle. Parce qu'une action de rate n'est finalement qu'une série de dividendes futurs. Et une question devient donc, combien valent aujourd'hui tous les dividendes que je recevrai demain ? Donc la formule que nous propose l'auteur, c'est la suivante. La valeur intrinsèque de la rate est égale au dividende attendu pour l'année prochaine, divisé par le rendement exigé par l'investisseur, donc le WACC, moins le taux de croissance annuel attendu du dividende. Donc plus le dividende est élevé et croissant, et plus la valeur intrinsèque de la rate augmente. Et cette méthode est particulièrement pertinente pour les rates de qualité capables d'augmenter leurs dividendes année après année. Et le deuxième modèle, c'est le modèle de la valeur liquidative, ou NAV pour Net Asset Value. Cette fois-ci, on se demande combien vaudraient les immeubles si l'on vendait tout aujourd'hui. On estime en fait la valeur de marché du portefeuille immobilier. On retire les dettes, on obtient la valeur nette, revenant aux actionnaires. La formule très simplifiée, c'est la suivante. Le NAV est égal à la valeur des actifs moins la dette nette. Et lorsque le cours de bourse de la rate est inférieur à cette valeur, la rate se négocie avec une décote. Lorsqu'il est supérieur, elle se négocie avec une prime de valorisation. Alors en réalité, le calcul complet de la NAV est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Il nécessite notamment d'estimer la valeur de marché de chaque actif immobilier, les taux de capitalisation appropriés et l'ensemble des ajustements liés au bilan. Donc dans un souci de concision, je ne rentrerai pas davantage dans le détail aujourd'hui. En revanche, je présenterai la méthodologie complète dans une prochaine lettre aux investisseurs de Page Liberté. Donc si ce type d'analyse vous intéresse, vous trouverez le lien en description pour ne pas manquer la prochaine newsletter. Au final, vous voyez qu'analyser une rate n'est pas très différent qu'analyser une entreprise classique. Vous devez simplement utiliser les outils adaptés à l'immobilier. Une excellente rate combine généralement des actifs de qualité, une croissance régulière du NOI et du FFO, un dividende couvert par la FFO, un bilan prudent, des locataires solides et une valorisation raisonnable. Et lorsqu'une rate coche toutes ces cases, elle peut devenir un formidable investissement sur le long terme. Et voilà, Maurice est arrivé avec une question relativement simple. Comment générer des revenus passifs grâce à l'immobilier ? Et elle découvre en fait un univers entier que la plupart des investisseurs français ignorent encore largement, celui des rates. Grâce à ce livre, nous avons vu comment fonctionnent ces sociétés, pourquoi elles existent, comment analyser leurs baux, comprendre leurs différents modèles économiques et surtout comment les évaluer comme des véritables investisseurs professionnels. Bien entendu, nous n'avons couvert aujourd'hui qu'une partie du contenu du livre. Je n'ai notamment pas abordé en détail toute la partie consacrée au cycle immobilier,
qui est probablement l'une des parties les plus riches et les plus utiles de l'ouvrage pour comprendre pourquoi certaines rates performent mieux que d'autres selon les périodes économiques. Si le sujet vous intéresse et si vous lisez l'anglais, je vous recommande sincèrement la lecture du livre. Vous trouverez le lien en description pour vous procurer le livre et soutenir la chaîne. Mais surtout, retenez bien une chose. À partir d'aujourd'hui, vous disposez d'un nouvel outil dans votre boîte à outils d'investisseur. Un nouveau secteur analysé, un nouvel univers d'opportunités. Dans les prochains mois, une analyse d'une rate particulièrement intéressante sera publiée dans la newsletter, en utilisant notamment les méthodes de ce livre. Donc si vous souhaitez recevoir cette analyse gratuitement, apprendre à évaluer les meilleures sociétés immobilières cotées et ne manquer aucune publication, je vous invite à rejoindre la newsletter, il y a le lien en description. Et si cette vidéo vous a plu, pensez également à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que l'immobilier se résume forcément à acheter un appartement, et à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Merci pour votre confiance, merci pour votre temps, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur la chaîne Page et Liberté.